Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 100% Marché, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et boursière. Aujourd'hui m'accompagneront donc Gérard Ampeau, responsable des programmes à l'École de la Bourse. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Et Laurent Albi, président de l'AFAT. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. J'en profite avant de commencer l'émission pour vous rappeler que tous les produits qui seront présentés durant cette émission présentent un risque en perte de capital en cours de vie et à l'échéance. On commence sans plus attendre par la première rubrique de notre émission, c'est le bilan de la semaine. Bilan de la semaine, Gérard, on commence avec des plus hauts pour les indices américains. Pardon. Oui Mathieu, on ne va pas bouder notre plaisir. Une fois de plus, les indices américains nous ont étonnés par la force de leur progression. Le cycle économique de croissance est toujours bien établi aux États-Unis. Les flux de capitaux continuent de s'investir sur des sociétés qui présente des résultats qui semblent plutôt bons. Donc à nouveau on a battu quelques records et les records sont faits pour être battus. On espère bien continuer à être éminemment heureux de les enregistrer semaine après semaine. Merci Gérard. Laurent, tu as décidé de nous parler donc du S&P. Effectivement Mathieu, alors cette semaine on va regarder ensemble le S&P. On en a souvent parlé sur ce plateau du S&P, on a toujours été acquéreur de l'indice américain et je dois vous dire que cette semaine on reste positionné à l'achat, même si je trouve qu'il peut y avoir une petite correction maintenant qui se profile à l'horizon. Alors pourquoi je vous dis ça? On a fait un gap haussier et vous voyez qu'on a inscrit hier une bougie qui est un avalement baissier. Autrement dit, on peut avoir une pression vendeuse qui continue de se manifester sur le marché ces prochains jours. Alors pour le moment, le gap est toujours ouvert, donc il peut tout à fait y avoir une invalidation haussière dans les jours qui viennent. Cela dit, si on devait combler le gap, alors on irait vraisemblablement chercher le précédent support à 2541 points et là ça serait effectivement une opportunité de revenir à l'achat sur le S&P, profiter du repli pour rentrer et accompagner cette tendance avec comme target le précédent plus haut d'hier qui a été fait en séance et puis sur un horizon de temps un tout petit peu plus large viser les 2593-2600 points. Donc sur le S&P, vous l'avez compris, on est toujours acheteur et donc j'ai choisi un Varan Call de code XA49B. Alors, un Varan Call de code XA49B d'échéance mars 2018 avec un prix d'exercice à 2600 points, un delta à 43, ce qui en fait un produit adapté. Vous pouviez acheter ce call ce matin à 50 centimes prix unitaire. On continue, Gérard, donc toujours du côté des États-Unis. Oui, il y a plutôt de nouvelles qui s'annoncent plutôt positives puisqu'on a obtenu un accord au niveau des membres du Parti républicain pour, semble-t-il, aller plus loin dans la direction d'une réforme fiscale qui permettrait finalement d'adopter une exit tax pour rapatrier une partie des profits réalisés par les entreprises américaines et qui sont aujourd'hui déposés dans d'autres pays. Et donc ça permettrait à ces entreprises de rapatrier une partie de ces capitaux et éventuellement de les utiliser pour racheter des actions en vue de les annuler. Et donc on a ce soutien, à la fois un soutien au cours mais aussi un soutien au dollar, puisque qui dit rapatriement de capitaux dit éventuellement vente d'euros, vente de yens et achat de dollars derrière. Et puis en même temps, dans la mesure où on a un changement, en tous les cas un discours qui est de plus en plus précis au niveau de la Fédérale Réserve, de Janet Yellen, on a le sentiment que les marchés attendent, anticipent
une hausse continue des taux d'intérêt sur l'ensemble de la courbe des taux, pas seulement au niveau des taux courts avec la Fédérale Réserve, mais aussi au niveau des taux de différentes échéances sur la courbe des taux obligataires. Et donc on a finalement plutôt de bonnes nouvelles, la croissance économique est toujours là, quelques réformes pourraient aider à améliorer les résultats, en tous les cas soutenir les cours de bourse des sociétés cotées, et puis la reprise étant là, il est normal que la courbe des taux soit plus pentue. Voilà. D'accord. Merci Gérard. Laurent donc, a décidé de nous parler de la paire de devises euro-dollar du coup. Oui, parce qu'effectivement, on a un dollar américain qui est en cours de stabilisation et peut-être même de retournement, même si c'est encore trop tôt pour l'affirmer. Cela dit, sur la paire euro-dollar, vous voyez à l'écran qu'on est en présence d'une tendance qui a du mal à progresser depuis le mois de septembre. Toute cette séquence de creux et de sommets ascendants s'est interrompue depuis le début du mois de septembre et cette interruption a donné lieu à la formation d'une tête-épaule potentielle qui annoncerait un retournement de la paire. Alors cette tête-épaule, elle n'existe pas encore en tant que telle. Pourquoi ? Parce que la ligne de coup n'est pas encore cassée. C'est vraiment cette rupture de ce support à 1,1660 qui annoncerait l'émergence d'un nouveau courant vendeur d'euros. On n'y est pas encore. Cela dit, on voit bien que la progression maintenant est mise à mal et par conséquent, on peut commencer à bâtir une position short sur euro-dollar. Alors le stop, vous le voyez, il est au-dessus de ce petit sommet, ce petit rebond dans la baisse précédente à 1,1880. La confirmation du retournement viendra, comme je disais, à 1,1660. Et pour le moment, vous voyez, on voit très bien qu'après 2 tentatives de dépassement de cette résistance, eh bien, il n'y a pas eu suffisamment de conviction de la part des acheteurs pour aider l'euro à continuer sa progression. Autrement dit, un retournement maintenant ne peut pas être totalement exclu. On a par conséquent une stratégie vendeuse sur euro-dollar. Peut-être qu'on pourrait construire en 2 temps. Commencer dès maintenant une partie de la position et puis deuxième partie de la position sur rupture du support. Quoi qu'il en soit, c'est un varan put que j'ai choisi cette semaine et le code de ce produit, c'est le VY21B. Donc ce varan put VY21B qui vous permettrait de profiter donc toujours d'un renforcement du dollar face à l'euro à une échéance à mars 2018, un prix d'exercice à 1,14 $. L'effet de levier, lui, est à 28 presque. Et vous pouviez acheter ce varan à 78 centimes prix unitaire ce matin lorsque la paire cotait 1,176 $. On continue avec le bilan de la semaine. Cette fois-ci, regard sur l'Europe. L'Europe, comme le disait le général de Gaulle, va bien. Et vous salue bien aussi, dans la mesure où à la fois la confiance des ménages, la confiance des chefs d'entreprise, l'ensemble des indicateurs avancés nous montrent que les choses continuent sur leur lancée, sur une croissance économique qui sera en 2017, semble-t-il, au moins aussi élevée, entre guillemets, aussi importante qu'aux États-Unis. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la zone, avec un début de décrue du chômage. Et finalement, l'ensemble d'indicateurs, dits indicateurs surprises, qui sont tous ouverts, c'est-à-dire qui sont meilleurs que ceux qui étaient annoncés ou anticipés par le consensus de marché, c'est-à-dire les économistes ou les analystes. Donc tout va plutôt bien en Europe. Pour nous, c'est bien. Merci Gérard. Laurent, lui, reste acheteur sur le CAC et il va vous dire pourquoi. Alors effectivement, on reste positionné à l'achat sur le CAC 40. Regardez avec moi le chart. On voit qu'après la très forte progression du mois de septembre, à l'intérieur de laquelle il n'y a eu aucune correction, on a consolidé latéralement. Vous le voyez ici, à l'intérieur de ce petit range entre 5343 et 5383. Il y avait manifestement peu d'intérêt vendeur
et le CAC a donc dérivé gentiment, de manière assez compacte, à l'intérieur de cette zone de consolidation. Alors, on a essayé vendredi, hier et ce matin de sortir de ce petit intervalle. Si effectivement les acheteurs arrivaient à propulser le CAC en dehors de cette zone de consolidation, alors c'est les 5442 points à court terme qu'il faudrait viser. Alors, on est toujours dans une zone d'incertitude sur le CAC 40, parce que vous le voyez bien, avec le corps de ces bougies, on voit bien qu'il y a peu d'intérêt, et par conséquent, il va falloir attendre de voir en clôture à chaque fois si on arrive ou pas à s'extraire de cette zone de congestion. En tout cas, pour le moment, on reste positionné dans le sens de la tendance, même si on est obligé de constater de l'hésitation et de l'incertitude. Le stop se place sous 5343, c'est-à-dire sous le premier support, et puis on vise les sommets du mois de mai. Alors, cette stratégie acheteuse sur le CAC, elle peut s'accompagner avec un turbo call, justement, de code 08AQB. Donc le turbo call de code 08 AQB a lui une barrière désactivante, donc il faut rester vigilant, placé à 5275 points. Le produit a une échéance janvier 2018, donc le 19 janvier 2018, et a un effet de levier important puisqu'il est à 37,5. Vous pouviez acheter ce turbo ce matin à 1,26 € lorsque le CAC cotait 5393,60 points. On en a fini avec le bilan de la semaine. On enchaîne avec la prochaine rubrique, ce sont les tops et les flops. Les tops et les flops donc, et on va commencer, Gérard, par les tops. Oui, on commencera agréablement par Pernod Ricard qui subit la bénédiction des 3 C. C pour cognac, C pour Chine, C pour Californie. Le cognac se vend très bien, surtout au niveau de son lot de gamme. Et donc Pernod Ricard est très bien positionné là-dessus. Ses ventes continuent de croître de manière importante en Chine. Et enfin, semble-t-il, Pernod Ricard a eu la chance d'échapper au grand feu qui, dans la Napa Valley et dans la vallée voisine, aussi productrice de vin et d'alcool, ont détruit un certain nombre d'hectares de vignobles. Donc tout va bien pour Pernod Ricard, qui est cette semaine est la reine de nos valeurs. Suivi d'une courte tête par Airbus. Airbus qui fait une année extraordinaire au niveau des ventes. Alors c'est toujours la difficulté de faire mieux l'année suivante, et donc les équipes commerciales se posent, j'imagine, la question de savoir comment faire mieux. En ce moment, ça bouchonne un petit peu sur le tarmac du côté de Toulouse. On attend parfois quelques moteurs pour faire décoller des avions nouvellement construits. Donc c'est un peu la rançon du succès. On continue avec Carrefour qui, lui, a un peu respiré cette semaine après une année qui restera un annus horribilis. Changement de président, et donc ça devrait aider le titre à repartir. On a quand même un vrai problème, on ne va pas se le cacher, c'est que pour 25% du chiffre d'affaires qui sont réalisés au niveau du groupe, dans les grands hypermarchés français, eh bien on a une baisse de part de marché, et on a toujours une image cher, enfin, les prix sont trop élevés, et le concurrent Leclerc a largement pris le leadership. Donc beaucoup de travail pour le nouveau président. Et puis on termine par trois bancaires, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, qui finalement sont un peu le thermomètre de la situation de l'économie européenne, qui va mieux. Et donc quand une zone va mieux, eh bien, les banques enregistrent plutôt de bons résultats. Mais je reviendrai dans un focus tout à l'heure. Exactement. Bien entendu, il n'y a pas que ces 3 banques-là. Bien entendu. Merci Gérard. Laurent a décidé de nous parler de Natixis. On promet qu'il n'y avait pas que 3 banques dans le secteur. Exactement. Effectivement, Mathieu. Alors, cette semaine, j'ai choisi Natixis parce qu'elle présente un joli graphique. Il faut se rappeler que depuis juillet 2016, Natixis a progressé de plus de 100%. Juillet 2016, c'était à peu près à 3 €. On est maintenant, même plus que 100%, on est à un peu plus de 6,75. Autrement dit, 12 mois absolument exceptionnels pour la banque. Alors, même si sur le graphique, vous allez voir que le momentum
s'est un petit peu amenuisé. Vous voyez que ça monte un petit peu moins vite. On continue d'observer malgré tout une structure haussière avec des creux et des sommets qui sont ascendants. Plus intéressant, j'ai marqué en bas ici le RSI pour vous montrer que même si on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, il est quand même borné à 40 et 80 qui sont les limites d'un marché haussier. C'est-à-dire que quand le RSI est à l'intérieur de cet intervalle, cela montre qu'on est dans un marché qui est dominé par les acheteurs. Alors on a fait un petit repli récemment sur Natixis, on est allé chercher une zone de résistance qui est devenue support. Le marché a rebondi depuis, autrement dit, on est dans une belle structure haussière sur Natixis. Je vais zoomer un petit peu le chart pour vous permettre de bien voir ce dont il s'agit. On a notre stop qui est sous le pivot d'articulation à 6,50. Si on pouvait assister à un petit repli autour de 6,72, eh bien ce serait un prix parfait pour accompagner cette tendance. Et puis on vise dans un premier temps le retour sur le précédent sommet à 7,04, mais surtout dans les prochaines semaines, 7,23 et 7,66, ce sont les résistances qui datent de 2007. Voilà, donc une stratégie acheteuse sur la banque Natixis avec un varan call de code VV11B. Merci Laurent. Donc un varan call de code VV11B d'échéance juin 2018 avec un prix d'exercice à 7,50. Le delta est à 32,25, ce qui en fait un produit adapté, et le levier est cette fois-ci moins élevé puisqu'il se situe à 6. Le varan call Natixis pouvait être acheté ce matin à 37 centimes lorsque l'action était autour de 6,84. On continue, Gérard, avec ces sociétés qui, elles, ont moins bien performé, qui ont souffert cette semaine. Alors pour certaines, elles n'ont souffert que cette semaine, mais pour d'autres, comme Technip, ça fait plusieurs mois qu'elles souffrent. Rien n'y fait, ni la stabilisation du prix du pétrole, ni les rachats d'actions. Le cours continue d'être maltraité et on voit dans la partie subsea, qui est la partie la plus importante de l'activité de Technip, un nombre de nouveaux contrats extrêmement faible. Donc il n'y a plus de dynamique commerciale pour le moment et donc le titre continue d'être à la peine. On va continuer avec Publicis, pour lequel on va raconter une histoire qui devient un peu plus triste, puisque il y a beaucoup de concurrence au niveau de la publicité, avec de nouveaux acteurs qui viennent, grâce à la digitalisation de notre mode de vie, faire de la concurrence aux acteurs traditionnels. Donc Publicis aujourd'hui nous déçoit un peu au niveau de ses résultats et on sait que certains de ses grands comptes, on pense à la grande distribution qu'on évoquait tout à l'heure, lui confie un peu moins de campagnes de publicité. Donc le secteur, la publicité en particulier, souffre un peu. Valeo, c'est juste un accident dans une année qui est plutôt bonne. Valeo vient de recevoir l'autorisation de l'autorité de la concurrence de racheter un de ses concurrents qui est dans les amortisseurs, un concurrent allemand. Donc il va falloir bien entendu absorber, si j'ose le dire, cette nouvelle activité. Quant à Accor, Accor, tout va plutôt bien. Hein, le RevPAR, alors ça fait rêver, mais en fait c'est le revenu par chambre disponible. Eh bien le RevPAR continue de progresser, ce qui est une bonne chose. On a aussi plutôt une grande confiance dans les évolutions et le chiffre d'affaires, le résultat pour cette année, avec quelques bémols, 2 bémols pour Accor. L'un c'est le Brésil, mais c'est le cas pour tout le monde, et le deuxième c'est bien entendu ce qui se passe en Espagne, puisqu'Accor est un grand opérateur. Vivendi, l'aventure italienne, continue d'être extrêmement difficile à comprendre. On ne sait pas où va déboucher cette sorte de lutte avec le groupe de Berlusconi. Et puis Vivendi va devoir lancer une OPRA, public de retrait, sur le groupe Havas, puisqu'il en possède d'ores et déjà 95%. Et puis on va terminer par LVMH, encore une histoire de cognac. Alors là, LVMH est plutôt situé sur du cognac plutôt bas de gamme et il accumule les difficultés. À la fois, alors c'est pas une difficulté, on vend beaucoup de cognac un peu bas de gamme, des liqueurs moins chères, des eaux de vie moins chères et plus jeunes à une clientèle par exemple américaine. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a, entre autres, on a aujourd'hui, c'est quand même 50% de chiffre d'affaires aux États-Unis pour cette activité-là, on a des problèmes de quantité, des problèmes de stock.
On a eu 2 récoltes qui ont été extrêmement désastreuses au cours de ces dernières années, et donc on a un problème de quantité disponible. Et donc, finalement, on n'arrive pas forcément à faire face à la demande. Donc voilà, ça fait un peu le problème du moment pour LVMH qui sera réglé dans les années qui viennent, mais pour le moment, qui est une épine dans le pied du groupe. Merci Gérard. Pour l'analyse, Laurent est resté dans le secteur automobile et a choisi le titre Renault. Effectivement, Mathieu, on va regarder ensemble Renault cette semaine parce que on a une structure en double top qui s'est formée sur le titre. Structure donc qui renverse potentiellement la tendance haussière du mois de septembre, et que celle-ci, parce que vous le voyez autrement sur Renault, cela fait maintenant plus de 2 ans que le titre ne fait plus rien, une espèce d'oscillation comme ça, latérale. Et il y avait une résistance importante à 87 € qui date du mois de février. Elle a été testée une première fois début octobre, vous le voyez ici. Elle a donné lieu à un petit pullback. Les acheteurs sont revenus à l'attaque, mais là, vous le voyez, on n'est même pas allé tester le niveau et on a fait une bougie d'avalement baissier derrière. Validation immédiatement le jour d'après avec la rupture de ce niveau de support à 84,50 €. Autrement dit, un double top qui se forme sur une zone de résistance de trading range, double top qui a été validé et qui devrait maintenant, a priori, précipiter les cours, en tout cas à très court terme, vers ce niveau à 81 €. Après, on verra si effectivement les vendeurs sont toujours à l'offensive ou si au contraire, il y aura des acheteurs qui sont regroupés et qui attendent le retour donc sur ce prix pour repasser eux aussi à l'offensive. Il va y avoir une bataille sur 81 €. En tout cas, on a une structure qui est en place, on a un MACD qui est en train de se retourner. Autrement dit, on voit bien une décélération du titre. Toutes ces raisons nous font penser que pour les prochains jours, Renault va continuer de baisser et par conséquent, on va pouvoir, là encore, avoir une stratégie à l'achat, mais beaucoup plus bas, sur 81,10 avec un varant de code VV11B. Alors, c'était une petite coquille, c'est un varant put VZ28B. Laurent, toutes mes excuses, j'ai modifié sur mon slide. Je comprenais plus effectivement. Je comprenais plus ton analyse. Non, voilà, exactement. J'étais troublé. C'est ma faute. Donc un varant put de code VZ28B avec un prix d'exercice à 78. D'échéance mars 2018, un delta à 32 et un levier à 7,45. Vous pouviez acheter ce put ce matin à 71 centimes prix unitaire lorsque Renault cotait 83,12. On enchaîne donc avec ce fameux jeu auquel vous pouvez participer toutes les semaines, l'investisseur de la semaine. Je rappelle brièvement les termes. Vous sélectionnez donc aujourd'hui, chaque mardi, un produit sur notre site internet parmi les varants et les différents turbos que nous proposons. Nous allons suivre la performance de ce produit. Et la semaine suivante, vous aurez la possibilité de gagner un de nos fameux mugs investisseurs de la semaine. Et cette semaine, le grand gagnant, Laurent, est Louis, qui habite à Vannes, dans le 56. Alors, Louis, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a payé LVMH avec, vous le voyez, ce petit repli qui a eu lieu sur l'ancienne zone de résistance qui devenait support, une zone de polarité toute trouvée. C'est d'ailleurs la recommandation qu'on avait fait la semaine dernière. Et effectivement, donc, stratégie d'achat mise en place avec un turbo infini best call. Alors, comme Louis, il a payé ce turbo un petit peu trop tôt, c'est-à-dire sans attendre que le marché revienne sur cette zone de polarité, eh bien, la performance n'est que de 2,61%. Cela dit, c'est quand même un trade gagnant, donc félicitations Louis pour justement cet accompagnement de tendance haussière sur LVMH, qui repart bien d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, le titre était à la hausse ce matin, donc bravo Louis.
On enchaîne avec la prochaine rubrique de notre émission, donc c'est la rubrique Focus. Un focus donc sur toujours la hausse des taux. Gérard, Oui. ce dont tu parlais tout à l'heure. Absolument. Le secteur bancaire en Europe et aux États-Unis bénéficie de la hausse des taux. Alors qu'est-ce qui finalement permet au secteur de progresser? Tout simplement le fait que dans beaucoup d'établissements bancaires, une partie importante des résultats est tirée de l'écart de taux que l'on peut obtenir entre les ressources et les taux auxquels sont réalisés les crédits. Et puis j'ajouterais, pour faire bon poids, que lorsque une économie ou une zone va mieux depuis plusieurs années, ce qui est le cas de la zone euro, eh bien, on a eu le temps de traiter les dossiers de crédit difficiles et donc de dégonfler un peu les provisions bancaires qui sont quand même quelque chose qui peut venir impacter de manière importante les résultats des banques. Donc sur le front bancaire, l'horizon semble pour le moment être plutôt dégagé, avec une croissance économique qui va permettre d'avoir des crédits de bonne qualité et puis toujours une croissance économique et un changement de politique monétaire qui devrait contribuer avec ce qui se passe aux États-Unis à faire remonter les taux d'intérêt et à permettre donc au secteur bancaire d'engranger des intérêts plus importants au niveau de sa production de crédit. Merci Gérard. Bonne nouvelle, non? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et donc en attendant la décision de la BCE. Oui, en attendant Godot, en attendant la décision de la BCE ce jeudi, on sait simplement, et c'est l'illustration que je vous propose, que la politique monétaire accommodante que nous connaissons depuis plusieurs années était la résultante à la fois de taux d'intérêt extrêmement bas pendant une période de temps considérablement longue, pour paraphraser nos banquiers centraux, avec aussi une création monétaire de la part de la Banque centrale qui était importante et qui devrait évoluer dans les semaines qui viennent, et enfin ce qu'on appelle la forward guidance. Vous avez tous vu le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Eh bien la forward guidance, ce sont les banquiers centraux qui murmurent à l'oreille des marchés financiers, des agents économiques, et qui les encouragent à poursuivre la voie de l'investissement. Et donc comme on a retrouvé cette croissance économique cherchée, peut-être pas tout à fait retrouvé le niveau d'inflation qui était l'objectif, le second objectif, mais en tous les cas, on va faire évoluer cette politique monétaire. On peut le faire dans la mesure où la zone euro va mieux sur le plan de l'économie et où les clignotants sont pratiquement tous repassés au vert. Parfait. Merci beaucoup Gérard. On enchaîne avec la dernière partie de notre émission, la rubrique à ne pas manquer. Que devrons-nous suivre cette semaine, Gérard? Bien, on s'attend de manière assez rapprochée à des annonces concernant la reconduction ou pas de Janet Yellen, et l'imprévisible Monsieur Trump continue de faire régner un nuage d'incertitude autour de cette décision centrale. Et puis on aura ce jeudi le mode d'emploi pour la sortie progressive du quantitative easing en zone euro. Mario Draghi s'y est engagé. Enfin, en termes de statistiques, on a une semaine tout à fait normale avec des statistiques intéressantes sur les indicateurs avancés des directeurs d'achat au Japon. On a l'IFO allemand qui devrait nous confirmer que les industriels allemands, l'économie allemande va toujours bien. Et aux États-Unis, les ventes de logements neufs. On espère que la remontée des taux d'intérêt ne freine pas trop cette vente de logements neufs. Et enfin, en termes de risque politique, on a apparemment un Premier ministre au Japon qui a réussi son pari. Ce n'est pas toujours le cas. On a en Chine la fin du congrès du Parti communiste, avec peut-être quelques annonces en termes de politique économique. Et puis on a toujours l'incertitude sur la Catalogne et sur la crise de nerfs entre effectivement la Catalogne et l'Espagne. À suivre. Parfait. Merci Gérard. Merci Laurent pour tes analyses. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais pas de panique. On se retrouve la semaine prochaine avec Falco qui présentera l'émission. Donc vous fêterez Halloween avec Falco. En attendant, on viendra déguisé. Exact, j'espère.
Et vous me retrouverez moi et vous nous retrouverez nous, Laurent et moi, ce jeudi donc à 18 h pour un webinaire revue technique des marchés. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.